Et voilà, le gouvernement vous ressort son leasing social électrique à 100 € par mois. C'est touchant. On vous vend plus une voiture, on vous vend une mensualité anesthésiée pour éviter que le contribuable regarde la facture complète. Parce qu'une voiture à 100 €, évidemment, ça n'existe pas. Ce qui existe par contre, c'est une voiture dont on déplace une partie du coût hors du champ visuel de l'acheteur pour produire l'illusion d'un prix acceptable. Et le plus savoureux, c'est qu'on appelle ça une nouvelle étape de la stratégie énergétique. Traduction, la première perfusion n'a pas suffi? Vous allez bien vous en reprendre une petite dose. Et toi, comme d'habitude, tu parles du consommateur comme s'il vivait dans un aquarium libéral, libre, rationnel, parfaitement solvable. Sauf que dans la vraie vie, les gens prennent ce qu'ils peuvent payer pour aller bosser. Quand t'es aide-soignante, caissière, artisan, et que t'habites loin parce que le logement t'a déjà repoussé hors des centres, la voiture n'est pas un caprice. Donc oui, si l'État n'intervient pas, la transition écologique devient un tri social grandeur nature. Les plus aisés s'équipent, les autres gardent la vieille thermique, la facture et la honte. Beau modèle de liberté. Non, Rosa. Un tri politique, c'est quand l'État prend l'argent de tout le monde pour fabriquer artificiellement le prix qu'il veut voir apparaître. Et ici, on n'est même plus dans l'aide de lancement. On a déjà eu des vagues massives de subventions, jusqu'à 13 000 € par véhicule sur certaines séquences. Et malgré ça, il faut encore relancer un leasing social pour rendre le produit enfin achetable. Donc arrêtons les euphémismes. C'est plus un coup de pouce, c'est une dépendance organisée. Si après autant d'argent public, le produit ne s'impose toujours pas seul, c'est pas la méchanceté du consommateur qui bloque. C'est que l'offre n'est pas encore assez convaincante. Mais ton récit du produit qui ne convainc pas est d'un confort obscène. Il efface les choix industriels, les marges, les dividendes, les retards organisés, la casse du rail, l'abandon des territoires, et cette manie du privé, socialiser ses risques, privatiser ses gains. Le marché dont tu parles n'est pas un terrain neutre, c'est une table déjà dressée pour les gagnants. Donc oui, une puissance publique digne de ce nom doit planifier, investir, conditionner les aides, forcer l'industrie à suivre et protéger les ménages. Sinon ton laisser-faire revient toujours au même. Laisser les puissants encaisser et demander aux autres de patienter en silence. Ok. Sauf qu'une voiture n'est pas sociale parce qu'un ministre a réussi à faire disparaître une partie du prix. Si le véhicule électrique est vraiment plus pratique, plus fiable, plus intéressant économiquement, les gens y viendront. Pas tous au même moment, certes, mais ils y viendront. Là, on teste même plus la qualité du produit, on teste le montant de subvention nécessaire pour rendre l'achat psychologiquement supportable. Et ensuite, on ose parler de réussite industrielle? Non, une réussite industrielle, c'est quand l'offre convainc, pas quand l'administration ajuste la dose d'anesthésion budgétaire pour que le vrai prix fasse un peu moins mal. Les gens y viendront, oui. Et en attendant, qui se mange le délai? Pas les ménages aisés, pas les urbains bien desservis, pas ceux qui peuvent absorber un achat neuf sans se saigner. Ceux qui payent l'attente, ce sont toujours les mêmes. Les gens captifs de leur voiture, captifs de leur budget, captifs d'un territoire qu'on a déjà laissé tomber. Toi, tu appelles ça de la patience économique. Moi, j'appelle ça une écologie de gagnants. Les premiers partent avec les aides, les seconds restent avec les contraintes. Et tout le monde est prié d'appeler ça un choix libre. Non, c'est une transition qui trie. Oui, et pour empêcher ton tri, ta solution reste toujours la même. Plus de pilotage, plus de correction publique, plus d'État dans l'arbitrage privé. Aujourd'hui, on subventionne la voiture. Demain, ce sera quoi? La borne? Et après-demain, la batterie? Et ensuite l'assurance, puis la filière? Puis la subvention de la subvention pour corriger les effets de la précédente? C'est toujours la même mécanique. Une intervention étatique crée une dépendance et justifie l'intervention suivante. Et à la fin, cet empilement devient miraculeusement une stratégie énergétique. Moi, j'y vois surtout une chose. Quand il faut autant manipuler le prix pour produire le comportement désiré, on n'accompagne plus un choix, on fabrique une obéissance. Non, on empêche surtout que la transition serve encore une fois d'alibi pour faire payer les mêmes pendant que les responsables s'en tirent proprement. Parce que ton marché pur, dans la vraie France, ça veut dire quoi? Les gros patrimoines gardent leur marge de manœuvre, les groupes qui ont organisé le retard continuent à encaisser, et la caissière de périphérie devrait remercier la liberté, parce qu'on la laisse seule devant la facture. Elle est fille l'inverse. La bifurcation écologique ne se fait pas sur le dos des classes populaires. L'argent public doit protéger les ménages, et l'argent privé accumulé dans les rentes doit être enfin mis à contribution. Sinon, c'est pas une transition, c'est une punition des classes maquillées en neutralité économique. Bon, encore une fois, on tombera pas d'accord. Tu crois qu'un État suffisamment vertueux pourrait choisir le bon rythme, le bon prix, la bonne aide, et produire enfin la bonne société? Je crois plutôt qu'à force de vouloir orienter les comportements depuis Paris, on finit surtout par masquer les coûts, infantiliser les citoyens et transformer chaque achat en geste politiquement encadré. Mon problème n'est pas la voiture électrique. Le jour où elle sera vraiment meilleure, elle se vendra. Mon problème, c'est ce réflexe pavlovien. Dès que le produit ne convainc pas assez vite, l'État sort le chéquier, déforme le prix et s'applaudit. C'est pas une transition, c'est une obéissance subventionnée.